Par la route des rois, on entre dans la Bible. Selon le livre, ici, depuis le mont Nebo, Moïse et son peuple ont contemplé la terre promise, la mer Morte, le Jourdain, Jéricho et Jérusalem. Mais Moïse est mort sans pouvoir les atteindre, et son tombeau est supposé reposer quelque part dans cette montagne. Nous sommes au mémorial de Moïse, et cette stèle commémore la visite du pape Jean-Paul II en l'an 2000. La porte du monastère byzantin dans le village voisin connu jadis comme Kufr Aboubad. Le petit musée regroupe des mosaïques trouvées dans le monastère, aujourd'hui en reconstruction, et dans les églises byzantines que les pèlerins construisirent entre les IVe et VIe siècles. On y retrouve les motifs d'animaux et de fruits, mais aussi David et sa fronde, le poisson, symbole du Jourdain, des frises et des images de l'iconographie byzantine. Cette mosaïque représente la lutte du bien contre le mal en 4 registres superposés. 2 rangs de scènes pastorales paisibles, 2 rangs de scènes de chasse et de mort. Elle couvrait le sol du diaconicon du temple et date de l'an 530. La finesse des détails et la mise en couleur font de ces mosaïques des œuvres d'art autant que des témoignages historiques. La maquette du monastère du mont Nebo, qui comprenait 4 chapelles et est en cours de reconstruction. Retour au panorama où, comme l'indique ce plan, la mer Morte se trouve au fond à gauche et Jéricho en face. Démonstration dans une boutique. Les mosaïques modernes ou copies d'antiques sont d'ailleurs très belles, certaines plus fines que les originaux que nous venons de voir. Des thèmes bibliques, des thèmes pastoraux, et la fameuse mosaïque du bien et du mal trouvée dans le temple, aux tesselles minuscules. La route des rois continue vers le sud, vers Madaba.
Après avoir sacrifié au culte de la personnalité et admiré la dynastie hachémite, nous longeons le département des Antiquités de Madaba vers l'église orthodoxe Saint-Georges. Dans l'église Saint-Georges est exposée une mosaïque qui ornait l'une des églises les plus anciennes qui soient. C'est la carte de la Palestine et elle date de la fin du IIIe siècle. Ici, Moïse a quitté l'Égypte en direction du désert du Sinaï, dans lequel les Hébreux vont errer 40 ans et recevoir les tables de la loi. Le Jourdain, parti du Liban et qui se jette dans la mer Morte, si salé que les poissons remontent le courant. La mer Morte, qui fait 70 kilomètres de long, c'est la mer de Lot, le tombeau de Sodome et Gomorrhe, noir du bitume qu'on en extrait encore aujourd'hui. Béthanie, avec la source où saint Jean-Baptiste a baptisé le Christ. Des sources chaudes jaillissent au sud de Madaba et se jettent dans la mer Morte. Et un grand canyon naturel sépare les anciennes terres des Amorites de celles des Moabites. Kérak, le château des Croisés, mais déjà un important bastion chrétien au VIe siècle. Le monastère de Saint-Lot, père des tribus d'Ammon et de Moab. La ville de Jéricho est le souvenir du jour où Josué a franchi le Jourdain. 12 pierres symbolisent l'entrée des 12 tribus. Deux lettres seulement subsistent de l'inscription signalant le puits de Jacob. Et enfin, Jérusalem, enfermée dans ses murailles, avec le Cardo Maximus, la tour de Sion, l'église du Saint-Sépulcre et quelques églises byzantines. C'est la vignette la plus connue de cette carte de la Palestine. Plus au sud, la carte est très dégradée jusqu'à la ville de Gaza et tous les ports de la Méditerranée sont absents. Après la maquette, la réalité. Les poissons remontant le courant vers le Jourdain.
L'église Saint-Georges est moderne et sans grand intérêt par elle-même, avec sa galerie d'icônes de saints. Son grand lustre russe en cuivre, orné d'aigles à 2 têtes couronnées, et le grand Christ Pantocrator. En sortant de la ville de Madaba par une rue très ordinaire du souk, notre guide confirme que les femmes jordaniennes, parfois habillées de noir et même du niqab intégral dans la rue, sont dans l'intimité de leur maison beaucoup plus modernes, ce qui explique les modèles exposés au magasin. Elles sont en fait très différentes de l'image voilée qu'elles donnent à l'extérieur. Peut-être. Au sud de Madaba, il existe un canyon naturel qui sépare le pays des Amorites de celui des Moabites. Le paysage est totalement minéral. C'est ce qu'on avait vu sur la carte de la Palestine. Au fond, le Wadi Moujib qui se jette dans la mer Morte. Un énorme barrage a été construit en 2004. La route le longe, la route des rois, que nous suivrons jusque Kérak. Ici, nous sommes encore dans la terre des Amorites, mais nous allons passer maintenant dans le pays de Moab. Terre rouge et ciel de plomb, les couleurs sont de plus en plus profondes. Quelques troupeaux dont on se demande bien ce qu'ils peuvent manger. Et quelques maisons, quelques villages aux maisons cubiques, recouvertes d'un enduit de terre et à l'aspect toujours inachevé. À l'approche de Kérak, la route sinueuse permet un point de vue splendide sur l'éperon rocheux où se dresse le château et en face la falaise de la ville haute. Ces grottes creusées dans la montagne sont des habitations ou des entrepôts troglodytes.
sur la place du château, face à la grande muraille franque, la passerelle qui donne sur des douves en cours de restauration d'un côté et sur un à-pic vertigineux de l'autre. La ville de Queyrac est construite sur un plateau triangulaire qui culmine à 1000 mètres d'altitude et dont la pointe est la forteresse. Forteresse construite par les croisés autour de 1140. Le Krak de Moab, ainsi nommé dans les livres d'histoire, est un mélange de styles européens, byzantins et arabes. De tous les châteaux construits par les croisés, c'est le plus proche de Jérusalem. Son importance vient du fait qu'il dominait la piste des caravanes reliant la Syrie à l'Égypte et à la Mecque, la sainte route du Hadj, ce qui donna lieu à bien des attaques et échauffourées, d'abord avec l'Ataberg Nour al-Din, puis avec Saladin en 1183 et 1184, sans toutefois réussir à ce moment à abattre la forteresse. Les salles du château sont réparties de part et d'autre d'une grande galerie sombre. Elles sont d'elles-mêmes bien sombres. En 1187, Renaud de Châtillon, seigneur de Queyrac, attaqua une importante caravane où aurait figuré la propre sœur de Saladin. Cette fois, Saladin entreprit de ravager systématiquement les terres de Queyrac et il renforça le siège sans faiblir. Les défenseurs résistèrent 8 mois, envoyant femmes et enfants aux assiégeants en échange de nourriture. À cause de leur courage, Saladin les épargna quand enfin ils se rendirent en fin 1188. Certains préférèrent rester dans leur pays natal et ils se convertirent à l'islam et s'établirent non loin de là dans un village qui s'appelait Alfrange, le Franc, il y a encore quelques années. La légende a peut-être un fond de vérité car on trouve dans ce village bien plus de blonds ou de roux qu'il n'est d'usage dans ces contrées. Ce village s'appelle maintenant Al-Smahabiyeh. La forteresse de Queyrac était une ville en miniature avec ses appartements, les cuisines, les entrepôts, les salles militaires, une chapelle, une prison, des écuries. Des souterrains permettaient de circuler et de sortir discrètement. Des puits, des conduites alimentaient les lieux en eau. La nourriture, les vêtements, les armes étaient produits sur les terres rattachées au château. Les pièces s'ordonnaient donc autour de la galerie, et cette sculpture date de l'époque nabatéenne. On voit encore les trous des canalisations qui amenaient l'eau de pluie aux citernes. Une pierre de bitume qui vient de la mer Morte. L'une des grandes salles à manger. Et une cuisine avec cheminée et four. Les réservoirs d'eau. Une pièce où l'on faisait sans doute le pain puisqu'on trouve des restes de meules. Encore des réservoirs d'eau et des conduites.
En sortant, on se dirige vers le front ouest du château et la magnifique muraille mameluque. Cette muraille protégeait l'aile du château fragilisée par la présence d'un piton rocheux en face. Une ancienne église en ruine. Sur le bord de la muraille, juste à côté à gauche de l'extrémité du mur bouclier. L'entrée franque se trouve en bas dans le renfort. Elle n'est plus utilisée maintenant. En face, la ville haute. Et sur le flanc, les fortifications renforcées pour se protéger du promontoire en face. Pour finir, la visite de la prison. Sombre tunnel et sombres cellules d'obscurité profonde. Personne ne s'attarde. En repartant, un passage par le souk où l'on croise la statue de Saladin sur son cheval.
et le château s'éloigne dans le soir tombant.